Alors, Aymeric Le Breton, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous ai découvert grâce à votre livre Psy Action, Mhm. donc, qui est un livre un petit peu particulier puisque vous êtes docteur en psychologie. Donc déjà, je vais vous laisser un petit peu expliquer à mon public quelle est la différence entre docteur en psychologie, psychologue, avec tous les labels qu'il y a actuellement. Qu'est-ce que votre label, qu'est-ce que ça veut dire en gros? En fait, un docteur en psychologie, c'est-à-dire qu'on a fait un doctorat. Mhm. Donc, quand on fait des études de psychologie, d'abord, vous avez la première étape qui est psychologue, qui nécessite 5 ans d'études. Et Mhm. après, pour avoir le titre de docteur, en fait, vous devez faire de la recherche. Ok, donc juste je précise, psychologue, il y a la licence 3 ans, plus le master 5 ans, et docteur, on est sur 8 ans d'études, Au total, avec, oui, c'est ça. au total, voilà, avec la recherche. C'est ça. Et donc, la rédaction d'une thèse de doctorat qu'on présente devant un jury. Ok, donc aujourd'hui, vous continuez la recherche? Moi, je continue la recherche, alors sur différents sujets, en fait, c'est à la fois des sujets qui peuvent toucher à des choses très concrètes, qui vont parler aux gens. Là, en ce moment, je suis en train de rédiger un livre sur la séparation, par exemple. Donc, pour moi, c'est de la recherche parce que c'est d'essayer de bien comprendre ce phénomène, de voir comment aider les gens, à les accompagner dans la séparation. Donc, c'est beaucoup ouais, c'est de mettre des mots, c'est de théoriser en quelque sorte des phénomènes. Puis Mhm. après, il y a des recherches plus pratiques, on va dire, et sur des thèmes plus en lien avec le travail aussi, mais qui n'ont rien à voir avec des thèmes comme la séparation, ce qu'on pourrait appeler de la psychologie clinique, c'est plus autour de la psychologie du travail, donc ça va toucher à l'emploi, l'insertion professionnelle, des choses comme ça. Oui, parce que j'ai vu que vous étiez vraiment spécialisé, ou en tout cas vous vous êtes développé dans deux domaines. Il y a orientation, qui est vraiment en lien avec le travail, avec l'orientation, avec qui suis-je et comment me développer dans le professionnel. Et il y a la psy-action, ce que vous appelez la psy-action, donc le côté psychologique, le côté développement personnel, le côté épanouissement, développement, connaissance de soi, mais avec toute une étape en lien avec l'action. Ou en tout C'est cas, ça. l'action est très présente là-dedans. En fait, si vous voulez, moi, mon parcours, tout ce que j'ai développé, ça tient à mon parcours. C'est-à-dire que j'ai fait ce doctorat de psychologie, et puis après, j'ai eu des différentes expériences professionnelles et personnelles. Et dans mes expériences professionnelles, effectivement, je me suis d'abord orienté vers l'accompagnement des personnes dans le cadre du travail, donc des personnes qui voulaient changer de métier. Donc c'est Hmm. là où j'ai créé Orientation. D'accord. Aujourd'hui, un réseau national, puisqu'on a à peu près on a 400 agences en Hmm. France, vous voyez, donc on accompagne, là, cette année, on va accompagner environ 15 000 personnes Hmm. dans leur questionnement professionnel et dans des nouveaux projets, donc à travers le bilan de compétences. Hmm. Et c'est au travers de ces accompagnements en bilan de compétences que j'ai découvert en réalité que on ne pouvait pas saucissonner les individus, Hmm. les compartimenter les individus, qu'il y avait dans le pro, il y avait du perso, que dans le perso, il y Hmm. avait du pro, et que tout ça, ça faisait un ensemble. Donc ça a été la première découverte, ce qui fait que dans la manière dont on accompagne les projets professionnels aujourd'hui, on est plutôt dans l'accompagnement d'un projet de vie Hmm. que juste centré sur les compétences et sur le métier. C'est en lien, c'est plutôt voilà, exercer une activité professionnelle en lien avec un projet de vie, avec ce que j'ai envie de faire, avec ma vie de famille, avec ma vie de couple, etc. Donc on essaie de vraiment Donc, de... donc ça, c'est plutôt pour orientation. Ça, c'est plutôt pour l'orientation. Ok. Et puis après, en fait, parce que c'est vraiment, ça me passionne et puis qu'il y avait des gens qui me demandaient aussi, qui sont venus me voir, qui avaient des besoins, qui voulaient voilà, apaiser une souffrance, un mal-être. J'ai commencé à développer d'autres méthodes dans d'autres domaines, donc dans le domaine personnel. Et puis, je me suis formé aussi à l'hypnose en 2014, donc à la Pitié-Salpêtrière de Paris. Mhm. Ce qui m'a permis en fait d'avoir des nouveaux outils aussi d'accompagnement. Et là, j'ai développé en fait plein de types d'accompagnement qui vont de la perte de poids à la gestion de la dépression, du mal-être, la thérapie de couple. Enfin voilà, plein de d'autres domaines sur lesquels j'ai accompagné des gens aussi.
Et en fait, de toute cette expérience, j'en ai tiré une connaissance qui est unique, en fait, c'est à la fois des connaissances et des méthodes, mais en fait qui s'appliquent à tous les domaines de vie. Et Mm. parce que l'humain, encore une fois, on ne peut pas le compartimenter, il est un, il fonctionne selon un certain nombre de principes, et quand on connaît ces principes, on peut créer des méthodes et bien accompagner les gens, mais quelle que soit la problématique qu'ils rencontrent, en fait. Est-ce que vous avez l'impression que derrière toutes ces problématiques qui sont des symptômes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un nœud commun chez la plupart des individus? Oui, oui, parce qu'en fait, encore une fois, on fonctionne de la même manière, en fait, que cela soit au travail, dans sa vie de couple, ou dans sa vie personnelle. Je vais prendre un exemple très concret. Vous prenez la notion de masque, c'est-à-dire le fait, cette identité qui est quelque chose, enfin, ce mode de fonctionnement qui est naturel, qui est spontané, qu'on a tous, qui est celui qu'on a souvent quand on est enfant. Puis après, on va s'adapter à la société, on va s'adapter aux autres, aux contraintes, et on va porter un masque. On va se mettre à ne plus être tout à fait qui on est vraiment, quoi, pour Mm. plaire ou ne pas déplaire, enfin voilà, pour différentes raisons. Mais ça, vous allez le retrouver au travail, où vous allez peut-être faire un travail parce que ça plaît à vos parents, parce que, je ne sais pas, c'est vos professeurs qui vous ont orienté, vous n'aviez pas envie de les décevoir, donc vous avez choisi un travail comme ça, mais vous allez pouvoir le retrouver aussi dans le couple, parce Mm. que vous allez peut-être choisir un partenaire euh, qui est très beau ou très intelligent, ou je ne sais pas, qui a quelque chose qui vous plaît sur le plan de l'apparence. Donc là, on est dans le masque, mais en fait, en réalité, dans votre mode de fonctionnement au quotidien, c'est pas une personne avec qui vous allez vous entendre, en fait, Mm. parce que vous partagez pas des choses profondes, vous partagez que de la surface, en fait. Mm. Donc cette notion, elle est vraiment transversale, quand même. Et dans votre livre, vous parlez justement de cette cohérence interne et de cette cohérence externe, en précisant que les gens heureux, épanouis, ce sont des personnes qui justement arrivent à harmoniser les deux. Est-ce que c'est justement en lien avec ce masque, le masque cohérence externe, ce que je montre et ce que je veux que les gens disent de moi, et cohérence interne, ce qui est réellement important pour moi? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est très bien formulé. C'est que, enfin, vraiment, moi, c'est mon credo, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est parvenir à une connaissance de soi profonde, sincère, authentique, de savoir exactement qui je suis, comment je fonctionne, sans me juger, parce Mm. que la société, elle porte des jugements sur tout ça. Et à partir du moment où je suis arrivé à cette connaissance-là, je peux effectivement aller rencontrer des personnes, trouver un métier, Mm. euh, avoir un style de vie qui va être compatible avec cette manière d'être qui est interne, qui est au plus profond de soi-même, mais qui ne va pas effectivement être forcément soit valorisé par la société, soit préconisé par la société. Mm. Voilà, donc c'est une prise de liberté de l'individu finalement par rapport à l'image sociale qu'il veut renvoyer ou voilà, comme il ne veut pas être dévalorisé, il va faire un certain nombre de choses, mais qui en réalité ne lui correspondent pas forcément. Voilà. Alors, la connaissance de soi, l'amour de soi, on en parle énormément. Mhm. Ok, énormément. C'est le gros slogan du développement personnel. Comment mieux se connaître, comment accepter ses zones d'ombre et comment s'aimer lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas une personne si bien que ça? Alors la question, oui. Alors en fait, pour moi, tout est, comment dire, Bien évidemment, on est dans le mais- jugement de la société. Quand on a fait un travail mm, sur soi, on n'est plus dans ce bien, ce mal, on s'accepte et on s'aime. Mais en règle générale, quand on commence le développement personnel, il y a une forme de déni. Et on tire sur la pelote et on se rend compte, certaines personnes continuent dans leur déni et certaines personnes se rendent compte que elles sont pas si bien et elles sont responsables de beaucoup de choses dans leur vie, etc., etc. Comment est-ce que vous avez des tips pour justement aimer ces zones d'ombre ou aimer en tout cas ce que la société stigmatise et pouvoir aller vers une forme d'acceptation de soi plus profonde? en fait, ça passe par la prise de conscience du contexte. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on se juge par rapport à un certain contexte. Et en fait, certaines qualités sont des qualités, mais parce qu'elles existent dans un certain contexte. Je vais vous prendre un exemple très concret. Par exemple, si on prend un jeune, un adolescent qui est au lycée et qui est bavard.
Donc, il est bavard. Donc, dans ce contexte du lycée, il est dévalorisé quelque part par ses professeurs qui considèrent qu'il est bavard, qu'il est turbulent, qu'il ne sait pas se tenir, qu'il ne sait pas se contrôler, etc., etc. Donc, il est dévalorisé, il est jugé par rapport à ce contexte qu'est le lycée. Et ce qui est très incroyable, parce que moi j'ai accompagné beaucoup de jeunes à une certaine période, c'est que les mêmes jeunes qui étaient dévalorisés au lycée, en fait, quand ils vont arriver, par exemple, je ne sais pas, en DUT, dans une école de commerce, tout d'un coup, ce qui était pris pour du bavardage, un manque de contrôle de soi, finalement, ça devient une qualité, c'est-à-dire c'est une capacité à parler avec les autres, à créer des relations, à faire des travaux de groupe, à parler devant les autres. Et donc, on voit bien que ce qui est une qualité, ce qui est un défaut dans un certain contexte, c'est une qualité dans un autre contexte. Donc, il y a aussi beaucoup de... Enfin, moi, c'est ma manière de guérir les gens, c'est souvent de leur faire prendre conscience du contexte dans lequel ils évoluent et de leur dire, mais vous n'avez pas, vous, à changer. C'est juste qu'il faut que vous changiez de contexte. Et vous allez voir que ce que vous prenez aujourd'hui pour un défaut va pouvoir devenir une qualité. Et ça marche même sur le point de vue physique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un certain physique. Moi, je me souviens d'un ami qui avait un nez assez proéminent. Et en France, voilà, il était vraiment pas considéré comme attractif. Et généralement, les filles, elles ne s'intéressaient pas trop à lui. Et on est allé en Asie. On s'est baladé. Tout d'un coup, il y avait plein de filles qui tournaient autour de lui, qui étaient intéressées pour discuter avec lui parce qu'elles le trouvaient beau. Et donc, c'est ça qui est quand même étonnant. C'est-à-dire que voilà, lui, en France, il a l'impression d'être, entre guillemets, laid ou pas attractif. Il suffit qu'il change de contexte, il rencontre d'autres gens, tout d'un coup, il devient attractif. Donc, est-ce qu'on ne peut pas changer son environnement, mais on peut changer son environnement? Dans le sens, on ne peut pas changer les gens qui sont autour de nous, nos parents, nos frères, nos amis et autres, mais on peut changer le contexte, on peut aller vagabonder et voir ailleurs, changer l'environnement de manière à découvrir, à changer l'interprétation qu'on a de soi-même. C'est exactement ça. Et par contre, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que c'est ça qui peut, enfin, oui, c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est un vrai défi. On parlera tout à l'heure, je sais, de l'action, mais parce que effectivement, on est dans un certain contexte, notamment un contexte relationnel avec ses parents, vous l'avez très bien dit, son conjoint, ses enfants, ses cousins, ses cousines, enfin, son réseau relationnel. Et ces gens-là ont un certain avis sur nous parce qu'ils ont une certaine culture, une certaine éducation, une certaine histoire. Ils nous voient d'une certaine façon. Et effectivement, si on veut aussi se découvrir sous un autre angle, eh bien souvent, il faut aller rencontrer d'autres personnes dans un autre contexte. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, on aimerait bien que ces gens qui nous ont, qu'on connaît, que ce soit eux qui nous acceptent tels qu'on est. Et donc, on essaye de les changer. On se dit, mais non, mais pourquoi ils me voient pas pourquoi ils ne considèrent pas que j'ai cette qualité-là, alors que pour moi, c'est une qualité? Mais en fait, souvent, on ne peut pas changer leur opinion, en fait. On ne peut pas changer leur manière d'être. Parce que ça s'est construit, ils ont mis des années à se construire comme ça. Et donc, on est obligé d'accepter, en fait, d'aller vers d'autres gens. Et là, il y a une forme de... Ouais, il y a une souffrance un petit peu de la séparation, parce qu'il faut s'éloigner de gens a priori qu'on aime, dont on pense qu'ils nous aiment aussi suffisamment pour nous accepter, mais ce n'est pas toujours tout à fait vrai, pour aller vers d'autres personnes qui, elles, effectivement, vont beaucoup mieux nous accepter, beaucoup mieux nous valoriser, parce qu'on leur ressemble, parce qu'elles admirent des choses chez nous, et donc ça demande de l'action, ça demande d'être capable de sortir de sa zone de confort, ça demande d'aller vers l'inconnu. Oui, ça demande l'action, on va y venir, parce que je sais que c'est un gros point chez vous. C'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, parce que moi aussi, j'accompagne beaucoup les gens dans l'action, je les mets dans l'action. Je pars du principe que ça ne sert à rien de parler du passé pendant 10 ans. Au bout d'un moment, c'est dans le présent, et le présent se construit avec des actions cohérentes avec ce qu'on souhaite avoir dans notre vie. Mais ça demande aussi, c'est là où il y a peut-être un équilibre à avoir, l'acceptation de l'abandon, l'acceptation du rejet, l'acceptation de la trahison, l'acceptation d'être déloyal. Ça vient toucher tout ça aussi. Tout ce qu'on nous a appris dans l'enfance. Et souvent, on peut avoir des parents très fusionnels, très intrusifs. L'enfant, il a besoin, l'enfant qui est devenu adulte, donc il a besoin d'accepter de grandir. Il a besoin aussi de, quelque part, faire force
Il y a besoin de couper certains liens et des fois, ça doit être fait avec une forme de violence aussi psychologique parce que sinon on n'en sort pas. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vos clients l'ont vécu? Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots par rapport à ça? Par rapport à cette séparation justement qui doit être faite au bout d'un moment? Bah, c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, alors, vous avez employé le mot de grandir, ouais, c'est la croissance, c'est personnel, c'est voilà, on devient quelqu'un. En tout cas, on cherche son chemin et quand on cherche justement à faire quelque chose en cohérence avec ce qu'on est, effectivement, il y a des séparations. Et effectivement, bah, ces séparations, elles sont difficiles à vivre. Elles sont, comme vous dites, il y a un sentiment peut-être ouais, de trahison. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi une attente qui est déçue, c'est-à-dire que souvent, en fait, ce qui fait souffrir les gens, c'est qu'ils sont convaincus que les autres les aiment suffisamment pour les encourager à réaliser leurs rêves, si je synthétise. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai dans la réalité. C'est même pas vrai du tout. C'est même pas vrai du tout. J'arrive pas à abandonner totalement cette idée parce que c'est vrai que c'est tellement beau cette idée de se dire voilà, mon conjoint m'aime suffisamment pour m'encourager à faire le métier que j'aime vraiment. Mes parents m'aiment suffisamment pour m'encourager à suivre mon propre chemin, soit amoureux, soit professionnel, soit personnel. Mais en fait, ouais, non, il y a quand même il y a une peur de la différence chez l'autre, il y a une peur de l'inconnu, il y a la peur de perdre le contrôle, de perdre le lien. Et du coup, bah, la plupart des gens essayent un petit peu plus de vous contrôler, de vous garder un petit peu. Ils aimeraient bien que vous soyez comme ils veulent que vous soyez, quoi. Oui, puis il y a une reconnaissance aussi. Je me reconnais dans toi, et si tout d'un coup tu changes, je ne me reconnais plus en fait. C'est vrai. Et tes changements peuvent venir provoquer quelque chose pas agréable chez moi. Donc ouais, c'est totalement faux et notre famille nous aime, j'en suis persuadée, mais pas assez pour ça, malheureusement. Ouais, bah oui, c'est à nouveau bien formulé, mais et ça c'est difficile parce que ça fait tomber, bah, ça nous fait rentrer dans la réalité alors qu'on était peut-être dans une forme d'idéalisme, de naïveté. Et ça, je pense que c'est très difficile de l'abandonner. Et ça peut même être ça qui est la cause de certaines dépressions, par exemple. C'est-à-dire certaines personnes qui se rendent compte que tout à coup, que des gens qui sont dans leur entourage proche, qui pensaient motivés uniquement par l'amour, par des choses comme ça, bah, finalement ne sont pas motivés que par ça. Et c'est très brutal. De se rendre compte de ça, c'est très, très brutal. Et c'est très difficile à accepter. Mais c'est nécessaire pour ensuite bah, voilà, grandir, comme vous dites, et puis suivre son propre chemin. Oui, puis ça vient poser aussi quelques questions d'un point de vue moral, puisqu'on pointe souvent du doigt ces mères qui sont censées aimer leurs enfants inconditionnellement, les enfants qui sont censés aimer leurs parents inconditionnellement, et tout d'un coup, on se rend compte que bah, c'est plein de conditions. Oui. Donc ça vient toucher quelque chose de profond à accepter sans jugement. Ou en enlevant en tout cas peut-être la rancune, la colère, la tristesse. Donc c'est vraiment un travail profond. Enfin, ça demande vraiment d'extérioriser certaines choses pour derrière être plus stable, plus sain. Oui, oui, c'est. Alors, comment on compose avec ça, effectivement bah, je pense que c'est vraiment d'accepter l'être humain tel qu'il est, quelque part. Il a finalement il a deux faces. Hein. Il a une face très altruiste, où il aime et il encourage, il a envie que l'autre s'épanouisse. Et puis il a une autre facette où il est centré sur son propre besoin. Et c'est là où bah, il a besoin de vous pour le satisfaire. Et donc, il y a une opposition quoi, qui se crée, il y a une friction qui se crée là, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est... Et je pense que c'est un des nœuds du problème, surtout qu'on vit dans une époque où il y a plein de possibilités. Du coup, les individus ont envie de s'en saisir. Et ils s'affrontent dans cette envie, ce désir de s'épanouir, avec effectivement bah, ces freins sociaux, quoi, avec leur milieu social. Et, voilà.
Et dans le livre, vous parlez, il y a un chapitre que j'aime beaucoup, enfin, j'ai aimé tout votre livre, il est très complet, et vous donnez beaucoup d'outils également, enfin, vous expliquez les choses très bien, c'est très clair, j'aime beaucoup les métaphores que vous utilisez et les outils que vous donnez. Et il y a un passage quand même qui, je pense que c'est bien qu'on en parle ici, c'est la souffrance. Où justement vous mettez en lumière le fait que les gens n'ont pas forcément envie d'être heureux, mais ils ont surtout envie de se sentir vivants et que la souffrance permet ça, quelque part. J'aime beaucoup la métaphore que vous utilisez avec les notes de piano au niveau des émotions. Voilà, on a des émotions principales, la peur, la tristesse, la colère, la joie, et on joue les gammes avec toutes ces émotions. Et si on n'a que la joie, il n'y a qu'une gamme, quoi, il n'y a qu'une note, et on peut s'ennuyer quoi, avec cette note-là. Et d'ailleurs, les études montrent que les personnes les plus heureuses, ce sont les personnes qui se contentent. Elles se contentent de vie simple. Donc, elles ont cette gamme, cette note, et elles jouent avec ça. Alors que la plupart de la société veulent se sentir vibrer, veulent sentir la passion, veulent sentir voilà, la vie. Et pour le coup, elles jouent avec toutes ces notes. Et derrière, il y a une forme d'addiction à cette souffrance. Je trouve que vous en parlez très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça ici ? Oui, ça, j'appelle ça le goût de la tragédie. C'est quelque part, c'est vrai que souffrir, ça donne de l'intensité à l'existence parce que, comme vous l'avez très bien dit, même si j'éprouve de la colère, même si j'éprouve de la tristesse, mais que cette émotion est intense, tout d'un coup, je ressens quelque chose de fort, quoi. Et ça c'est quand même, tout d'un coup, oui, quand je ressens quelque chose de fort, je me sens vivant, je me sens exister. Et puis, ça donne aussi un espèce de sens à l'existence, un peu mythique, hein. On retrouve ça dans la passion amoureuse, mais une relation de couple où tout se passe bien, bah oui, c'est ennuyeux, et puis du coup, on n'a rien à raconter, quoi. Euh, Quand quelqu'un vous dit ça va, et puis que ça va vraiment, et vous dit bah, ça va, et que ça se voit, et que tout va bien, bah oui, mais vous allez parler de quoi alors? Par contre, quand ça va pas, et puis que vous allez vous plaindre de alors vous allez vous plaindre de votre entreprise, de votre manager, de vos collègues, vous allez vous plaindre de votre conjoint, et puis tout d'un coup, là, voilà, on a des histoires à raconter, il se passe des choses, et puis quand je raconte ces choses, oui, il y a de la colère, il y a de la tristesse, c'est un peu comme un film au cinéma, quoi. On vit sa propre histoire, et ça donne de l'intensité et du sens à sa vie. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça de se dire, bah oui, non, j'ai pas besoin de ça pour donner du sens à ma vie. J'ai pas besoin de donner de ça pour me sentir vivant. Je peux me sentir vivant à travers d'autres choses, peut-être plus simples. Je crois beaucoup dans ce domaine-là, la notion de projet, c'est-à-dire que à partir du moment où dans votre vie vous avez des projets, que vous construisez des choses, que vous êtes en action, que vous évoluez, vous avez plus besoin de ça. Vous avez besoin de ça aussi beaucoup quand vous êtes un peu bloqué. Quand il se passe, finalement, c'est quand il ne se passe pas grand-chose dans ma vie que j'invite la souffrance parce que de cette façon-là, tout d'un coup, il se passe des choses. Et c'est aussi en lien avec l'ennui, en fait. Oui, oui, oui. Je m'ennuie, ma vie n'a pas de sens, je dois lui donner un sens, donc je pose quelques bombes par-ci par-là, mais c'est fait de manière très inconsciente. Donc pour le coup, j'ai l'impression que je vis quelque chose de spectaculaire ou je vis quelque chose de différent des autres. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est se rendre unique aussi, effectivement. Moi, j'ai vu des patients comme ça. En fait, souvent, je les amenais à faire un choix. Parce que je leur expliquais tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très transparent en tant que thérapeute. Je leur disais, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de me raconter qu'il vous est arrivé telle chose. C'est vrai qu'ils avaient eu, pour un certain nombre, des vies très difficiles, avec des événements, que vous avez perdu des gens très chers dans des accidents graves. Voilà, c'est vrai que la vie est faite parfois de choses extrêmement graves, extrêmement douloureuses, d'événements tragiques. Elle est faite d'événements tragiques. Mais ces gens-là, en fait, il y a deux façons de vivre la tragédie. C'est-à-dire soit, en fait, vous la dépassez et puis vous vivez votre vie, vous avancez parce que vous construisez quelque chose et elle devient une source, quelque part, d'inspiration, d'enseignement et d'énergie. Ou soit vous allez être en permanence en train de la répéter.
Et donc, vous allez aller chez le psychologue et vous allez répéter votre histoire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Je me souviens comme ça d'une jeune fille qui, chaque fois qu'elle buvait de l'alcool, racontait son histoire à qui voulait l'entendre. Un grand classique. Voilà, c'est ça. Et en fait, oui, mais comment ça s'appelle le problème, c'est qu'il faut choisir. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à abandonner cet élément-là comme quelque chose qui est caractéristique de votre existence et qui vous définit? Aujourd'hui, vous vous définissez par la tragédie que vous avez vécue. Est-ce que vous pouvez vous définir différemment? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mais si vous le faites, il va falloir renoncer à un certain nombre de choses. Voilà, justement, à quoi on renonce quand on renonce à cette souffrance? On renonce d'abord à l'intérêt qui est porté par les autres. Parce que clairement, quand on a eu une existence tragique, quand il nous arrive des choses difficiles, eh ben on va générer de l'attention chez les gens qui nous aiment. Ça, sur ce point-là, excusez-moi, il y a besoin d'un véritable amour de soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris, comme ils sont en insécurité, je pense notamment aux personnes dépendantes affectives, je suis en insécurité, donc j'ai besoin de drame, entre guillemets, pour avoir une preuve d'amour. Oui. Donc ça vient aussi toucher ça quelque part. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais du coup, effectivement, si on relie ça, effectivement, plus j'ai besoin d'attention. Si en plus je n'ai pas d'attention pour autre chose, je n'arrive pas à générer de l'attention par rapport à autre chose, ou que j'ai absolument besoin de cette attention, comme vous dites, pour me sentir sécure à l'intérieur, eh bien, je vais soit générer des drames, soit tout simplement prendre des choses qui se passent dans ma vie et en faire des drames, tisser avec tout ça une histoire d'un drame. Qui n'est peut-être pas un drame finalement en soi, comparativement à d'autres, mais en tout cas, je vais le rapporter pour avoir l'attention de mes proches, l'attention des gens. Et puis, il y a également aussi quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire qui est cette espèce d'autorisation, c'est-à-dire que le fait de souffrir, et de souffrir beaucoup, m'autorise aussi à faire tout un tas de choses auxquelles je ne suis pas autorisé normalement. Comme je peux me comporter de façon odieuse, je peux peut-être boire trop d'alcool, je peux prendre trop de drogue, je peux être violent, je peux faire des choses qui ne sont pas acceptables, mais elles le deviennent parce que j'ai vécu, ou je pense avoir vécu quelque chose de traumatisant. Et du coup, c'est difficile parce que guérir, ça va être accepter d'être obligé de ne plus faire ces choses inacceptables et qu'elles ne soient plus pardonnables. Donc d'être responsable. Donc d'être responsable, effectivement, et de se contrôler et de se dire non, j'ai pas le droit de faire ça et de s'empêcher de le faire. Et ça, c'est pas évident parce que quand vous avez goûté, entre guillemets, à cette extraordinaire liberté de faire à peu près tout ce que vous voulez sans que personne ne vous reproche rien parce qu'en disant oh le pauvre, oh la pauvre, tu sais, il a vécu ça, donc tu le comprends. Oui, mais alors déjà, c'est très très dur pour l'entourage parce que l'entourage se met à subir des choses qu'il n'a pas à subir. Et puis pour la personne, ça ne va pas l'aider parce elle va être toujours un peu comme le hamster là, qui tourne dans sa roue. Elle va rester dans ce mode de fonctionnement. Et puis le problème, c'est qu'en vieillissant, malheureusement, ça a tendance à devenir de plus en plus extrême. Ça a tendance à s'enquister et puis les gens s'abîment en fait. Vraiment, avec l'âge, on risque de s'abîmer. On ne sort pas le plus tôt possible de ce mode de fonctionnement. Ok, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, dans le livre, il me semble que vous dites aussi qu'il y a une forme d'exigence envers l'extérieur pour les personnes qui sortent justement de ces schémas-là. C'est-à-dire que si moi je suis heureuse, si tout va bien dans ma vie, en face, je vais avoir des gens plus exigeants me concernant. Oui, tout à fait. Alors ça, vous l'avez beaucoup, donc ça se retrouve beaucoup dans le travail. Les salariés les plus heureux dans une entreprise sont ceux à qui on donne le plus de boulot. Okay. C'est comme ça, parce qu'ils vont bien, ils ont l'air d'être en bonne santé, ils ont un sourire, ils sont sympas, donc on les sollicite. Et puis celui qui a toujours l'air pas bien, qui est un peu grognon, etc., on se dit, déjà, on va pas aller le voir, il est grognon, et puis ça va pas, ça va pas, je sais pas, dans son couple, ça va pas dans ça. Et donc, on va éviter. Et donc, c'est une forme un peu de privilège
Alors Freud parlait à ce propos de bénéfices secondaires. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus profond. En fait, ce n'est pas des bénéfices secondaires, c'est vraiment des bénéfices primaires. On reste dans sa souffrance parce qu'on a le droit à tout ça, parce qu'on a le droit à tous ces privilèges quelque part. Donc, on est un peu... il y a une forme, pas d'admiration, mais presque en fait... je ne dirais pas qu'on admire les gens qui souffrent, mais c'est plutôt on les met quelque part sur un piédestal et ils sont un peu sacrés. Voilà, si vous voulez. Un peu sacrés, on évite de les toucher, on évite de... Parce que, voilà. On a tous quelqu'un autour de nous qui a eu plus de souffrance. Des fois, il y a un petit peu une forme de comparaison. On a tous quelqu'un qui a vécu plus de souffrance. Cette personne, si on la touche, il y a un oui, mais si tu étais à ma place, tu vivrais ceci, tu vivrais cela, ou tu vivrais différemment, ou tu aurais réagi. Enfin, on a tous déjà vécu ça quelque part. Et moi, je sais qu'on m'a souvent dit que j'étais très dure. Parce que, entre guillemets, oui, tu as vécu ça, mais maintenant, dans le présent, tu fais quoi? Tu t'en fais quoi, tout ça? Et entre guillemets, c'est ta vie dans le moment présent, tu en es responsable. Et j'ai pas à porter, entre guillemets, ton poids. Je n'ai pas à porter ça. J'ai déjà, moi, ma vie à gérer. J'ai déjà, moi, mes projets et autres. Mais il peut y avoir, par rapport à la société, une forme de sanction en disant mais tu es égoïste ou tu ne comprends pas ou tu es froide ou tu es distante ou est-ce que ça vous l'avez déjà vécu et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui commencent à s'émanciper parce qu'il y a vraiment une forme d'émancipation de je prends ma place à partir de maintenant je décide de prendre ma place, je la prends, je m'habitue à cette place parce qu'au début on n'est pas forcément à l'aise dans cette nouvelle place qu'on s'autorise à prendre. Et il y a le regard et il peut y avoir le jugement des autres par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui veulent s'émanciper aujourd'hui et qui veulent prendre leur place et qui ont peur de ça ou qui sont en train d'expérimenter ça? Là, vous parlez des gens qui auraient vécu des éléments, par exemple, dramatiques, une souffrance, et qui veulent en sortir. Hein, c'est bien ça. Soit qui ont vécu dans une... En fait, souvent quand on grandit avec une histoire, un bagage, une famille, c'est-à-dire que chacun a ses rôles bien précis dans la famille, et tout d'un coup, on en sort déjà, donc déjà on s'émancipe de la famille, et on évolue dans un clan également, donc des amis et autres. Et tout d'un coup, on arrête de prendre les drames des autres comme quelque chose de valable, et entre guillemets, on redonne la patate chaude à l'autre en disant « mais je comprends ce que tu vis, mais maintenant c'est à toi de voir si tu veux continuer comme ça ou pas ». C'est-à-dire que j'arrête d'avoir un comportement qui est influencé par tes drames et je me positionne comme une personne adulte responsable et je te positionne comme une personne adulte responsable. Mais forcément, quand on a ce genre de comportement dans notre société, c'est pas toujours accepté, c'est pas toujours toléré par la famille, parce qu'il y a des familles qui sont plus ou moins rigides et plus ou moins ouvertes, et on peut rapidement être stigmatisé. Égoïste, égocentrique, qui pense qu'à soi, dur, froid. Comment vous pouvez... quels sont les tips que vous pouvez donner à ces personnes qui s'émancipent, entre guillemets, donc qui changent, entre guillemets, d'environnement pour aller vers un autre environnement, mais forcément, ils sont confrontés à tout ça à un moment donné? Alors ça, en fait, c'est effectivement parce que dans ce qu'on a évoqué, il y a finalement deux cas. Il y a le cas de la personne qui souffre, la personne qui souffre et elle qui doit pouvoir à un moment donné sortir de cette posture de personne qui souffre pour en faire quelque chose. Et il y a effectivement aussi l'entourage. L'entourage qui finalement, en voulant aider, en voulant être dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'écoute, etc., finalement enferme aussi l'autre dans sa position de souffrance et en plus souffre lui-même parce que souvent il est victime des agissements de la personne qui souffre. Et comme vous dites, si jamais il essaie de changer de posture, il va être vu, oui, mais tu ne comprends pas, tu es égoïste, tu es dur, tu es froid, etc. Donc ça, c'est effectivement, il y a une sorte de cercle vicieux. Alors, je pense que on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on voit le plus.
Donc déjà, en fait, c'est vrai que sur la question du réseau social, elle est importante. C'est-à-dire quand on veut changer, quand on veut s'émanciper d'un certain nombre de choses, il faut essayer de rencontrer des nouvelles personnes qui vont être en cohérence avec ces valeurs qu'on a envie d'incarner. Ça c'est vraiment quelque chose, ça demande un effort, mais faut faire cet effort et prendre ce temps d'aller rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous ressembler, parce que c'est elles qui vont nous entraîner, qui vont nous faire découvrir que oui, on ne pense pas partout de la même façon, on ne fonctionne pas partout de la même façon. Donc c'est un conseil très concret. Après, c'est en fait d'avoir des projets, c'est-à-dire d'avoir un objectif qui soit motivant et épanouissant. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un projet, j'ai quelque chose qui me motive, je sais où je veux aller, je vais y aller aussi plus facilement que si je ne sais pas ce que je veux faire. Si je suis juste là, je ne suis pas bien ici, mais j'ai envie de faire, il faut que je sorte, il faut que je parte, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, ça va être compliqué. Donc, cette notion d'objectif, elle est vraiment très, très importante. Et puis, ça passe vraiment je crois que c'est la connaissance de soi. Hein. Si j'acquiers avec certains outils une connaissance de moi-même, et je sais que je fonctionne comme ça, et qu'après, je suis capable d'affirmer ma manière de fonctionner, eh bien, je vais pas me laisser, je vais moins me laisser influencer. En fait. Je vais être fort, en fait, parce que je sais qui je suis. Et quand je sais qui je suis fort, en fait, face à la pression sociale. Ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas difficile. La pression sociale est toujours un peu compliquée, mais je suis plus fort, en tout cas, pour l'affronter. Et donc, je pense que ça, c'est des éléments de transformation qui sont importants. Et puis, je pense que ce qu'il faut être capable de faire, il faut être capable, effectivement, d'arrêter de voir certaines personnes pendant un certain temps. Et ça ne veut pas dire ne plus jamais les voir, mais c'est une sorte de rituel. Vous savez, dans certaines tribus, il y avait des rituels comme ça où les jeunes, au moment de devenir adultes, on les retirait du village. Ils allaient passer un mois dans la jungle à faire un certain nombre de choses, mais on ne les voyait pas pendant un mois. Et puis, ils réalisaient un certain nombre d'actions. Et puis, quand ils revenaient, ils avaient changé. Et là, ils étaient acceptés comme adultes. Mais je pense que quand on se transforme, il y a un peu ce côté-là. D'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a rien à voir ce contexte-là, mais ça me fait penser à François Hollande. Au moment de la présidentielle de 2002, en fait, il était parti, je me souviens, il s'était absenté pendant 6 mois ou presque un an, personne ne le voyait, et il était revenu maigre. Alors qu'avant, il était un petit peu en chair, il était revenu tout maigre, avec une autre façon de parler, etc. Donc, vous voyez, c'est une espèce de rituel de transformation, et donc ça nécessite parfois de prendre ses distances avec son réseau social d'origine, de réaliser un certain nombre d'actions, se former, vivre des expériences, rencontrer de nouvelles personnes, pour revenir. Et quand on revient, les autres sont obligés de nous accepter tel qu'on est, parce qu'on n'est plus le même. Un peu comme si on était parti en voyage pendant un an, je ne sais pas, en Australie, ou je sais pas. Donc, en fait, il y a la première étape, je prends connaissance de moi, je prends le temps de me connaître, je prends du temps pour moi, je m'éloigne, vraiment je coupe même. Ensuite, une fois que je sais qui je suis, je mets en place des projets, donc je clarifie ce que j'ai envie d'obtenir dans ma vie et ce qui est important pour moi. Donc j'ai une vision qui est claire. Cette vision, elle est tellement claire qu'il est hors de question de me sacrifier à nouveau pour les petits drames des uns et des autres. Et pour le coup, l'affirmation de soi peut continuer à grandir. L'affirmation de soi, l'amour de soi, la confiance en soi peut se développer au fur et à mesure que je vais vers ce projet qui va me permettre de rencontrer du monde, qui me correspondra beaucoup mieux. C'est exactement ça. Et c'est intéressant la manière dont vous le présentez, parce que c'est exactement ce qu'on fait, nous, dans nos bilans de compétences. Alors, c'est adapté à un domaine professionnel, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont prendre le temps de se poser sur eux-mêmes, apprendre à se connaître. Ils vont définir un projet professionnel, mais qui est un projet de vie. Et ensuite, ils vont avancer vers ce projet. Et c'est ça qui va leur permettre finalement de se transformer positivement et de transformer positivement leur vie, leur relation aux autres, leur relation à l'environnement. Mais ça, encore une fois, on ne l'a pas que dans le pro, on l'a aussi dans le perso. Et c'est le même processus qui finalement alimente une transformation qui est positive. Alors, ça fait bouger des choses.
C'est clair que ça crée du mouvement, ça crée un peu d'aventure. Bah, du coup, on se sent vivant pour le coup. Euh, mais, euh, mais je crois que ça, c'est vraiment une spirale positive. Et même les gens qui ont vécu des choses très, très dures, ben, en faisant ce travail-là, c'est pareil. C'est-à-dire, OK, j'ai vécu une tragédie, j'ai vécu un inceste, j'ai perdu mes parents très jeunes, j'ai perdu mon mari, ma femme dans un accident de voiture. C'était très dur, j'ai subi une situation de handicap. Mais OK, donc voilà, j'ai vécu ça, ça a fait de moi ça. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Comment tout ça, ça peut m'aider à donner du sens à mon projet futur? Et on peut comme ça réussir voilà, à alimenter finalement sa vie future positivement à partir d'un drame qui va venir finalement donner du sens à ce qu'on fait. Et quand on fait quelque chose, bah, on se dit, tiens, je le fais parce que j'ai vécu ça, j'ai appris ça. Alors, soit ça peut être partagé avec les autres, soit ça peut être avoir un métier dans ce domaine-là, soit ça peut être être bénévole dans ce domaine-là, ou soit même d'autres choses. Mais ça vient alimenter, au lieu de nous détruire, ça nous alimente en fait. Ça nous aide à avancer. Mm. Et, Donc, il y a une idée de ce qui m'est arrivé, au lieu de le ressasser ici et d'être de patauger dans mon truc, de me tourner vers l'extérieur, c'est ça. d'être Et me dans... tourner vers l'avenir. Oui. Il y avait une phrase que m'avait. Moi, je sais, bon, en plus, je me souviens bien de son nom, c'était Monsieur Fromage. Il est encore enseignant en psychologie. C'est vrai que c'est un nom dont on se souvient. Et il avait cette phrase, c'était le passé prend sa source dans l'avenir. Alors, qui était assez déroutante au début, mais qu'on comprend parce qu'en fait, je ne vois mon propre passé qu'à l'aune de la manière dont je vois mon propre avenir. Si je vois mon avenir comme quelque chose de positif, parce que j'ai des projets, parce que j'avance, parce que je construis, finalement, tout ce que j'ai vécu dans le passé, je me dis, ben oui, mais c'était des étapes nécessaires, c'était des enseignements nécessaires, finalement, ça m'a construit, ça m'a aidé pour aller vers ça. Par contre, si j'ai pas d'avenir, c'est-à-dire que si je vois l'inverse, c'est-à-dire que je vois mon avenir en tout petit, avec un horizon bouché, je ne peux pas regarder mon passé positivement. Et tout d'un coup, mon passé devient une lourdeur, un boulet que je traîne et qui m'empêche en fait d'avancer dans ma vie. Et ça, c'est vraiment lié, ouais, encore une fois, voilà, à la manière dont je vois mon avenir. Mm. C'est amusant parce que j'ai un programme où dans le cursus, il y a donc les valeurs, mieux se comprendre, aller chercher ses valeurs. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on est souvent décalé par rapport à nos valeurs. Ensuite, on met en place un plan par rapport au futur. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui me fait vibrer. Et ensuite, il y a un exercice où je leur demande, bon, par rapport à ce que vous voulez dans le futur, maintenant, allez chercher des souvenirs dans le passé qui vous confirment que, en effet, la vie vous a drivé pour que vous réalisiez cette chose-là. Ouais. Et en fait, au niveau de l'esprit, au lieu de voir tous les défauts, tous les problèmes et tout, d'un coup, ça s'aligne et ça se calibre sur mais oui, en fait, ce n'était que des coïncidences pour que finalement je me retrouve là et pour que finalement je réalise ça. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui change complètement et des projets se créent beaucoup plus facilement puisqu'on est plus confiant pour le coup, on fait des choses qu'on aime réellement et on est aligné, quoi. On est 100% cohérent en interne et en externe. C'est amusant cette phrase qui rappelle cet exercice qui est venu, je ne sais pas trop d'où. Oui, mais c'est exactement, ouais, là, votre exercice reprend exactement ce processus. En tout cas, et d'où je comprends tout à fait qu'il soit puissant parce que ouais, il crée de l'alignement, il crée de la cohérence, il crée de l'énergie. Puis après, les gens sont très à l'aise, c'est-à-dire que pour parler de pourquoi elles font ça, elles sont capables d'aller chercher. Moi, j'appelle ça des événements fondateurs, c'est-à-dire voilà, c'est des souvenirs assez puissants. On a appris quelque chose, on a découvert quelque chose, puis tout d'un coup, effectivement, on va aller chercher ces événements, puis on va s'en servir comme source de sens pour agir, parce qu'agir, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, donc il nous faut de l'énergie. Et du coup, on peut expliquer si facilement pourquoi on fait ça, pourquoi on a choisi tel métier, pourquoi on voit sa vie de couple de telle façon et qu'on agit comme ça dans sa vie de couple, pourquoi on éduque ses enfants de telle façon. Ben parce que voilà, j'ai vécu ça et donc j'ai envie de transmettre ça et pour aller vers ça. Et du coup, c'est vrai que ça donne ça donne une grande force, hein.
aux personnes. Et c'est cette espèce d'architecture interne, quoi, hein. C'est l'ossature, en fait. Donc Alors, justement, vous avez une formation de psychologie. Comment vous en êtes arrivé à agir, action, aller de l'avant? Parce que pas vraiment dans la philosophie de la psychologie, de manière générale. Alors, ça change, hein. On voit que ça change, on voit qu'il y a une nouvelle école et autres. Mais à la base, ça ne fait pas vraiment partie de la philosophie. C'était quoi votre déclic chez vous? Le tien, j'ai besoin de me mettre en action et j'ai besoin d'aider les autres à se mettre en action. Est-ce que ça a commencé par vous ou est-ce qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à quelque chose que vous avez observé? Je pense qu'il y a un tempérament. Déjà, je suis un tempérament plutôt d'homme d'action, je pense. Mais au-delà du tempérament, c'est vraiment la découverte que j'avançais pas, en fait, par l'écoute. En fait, j'écoutais, j'étais un psy, comme tout le monde, surtout à mes débuts, très tourné vers l'écoute, mais je voyais bien que, en fait, l'écoute, je voyais bien que c'était utile la première séance, la deuxième séance. Mais je voyais bien qu'après, des fois, certaines personnes, on pouvait les écouter, mais pendant des années, et du coup, ça ne changerait rien, parce que c'était un peu, encore une fois, ce petit hamster dans sa roue qui continue de tourner. Et donc, je me suis aperçu voilà, qu'il fallait débloquer, et que par contre, quand je faisais agir les gens, que je les confrontais à la réalité ou que je les aidais, ils ont besoin, en fait, tout le monde a besoin d'être accompagné pour changer, pour rentrer dans l'action. Il y a un moment donné, on a besoin d'être soutenu, qu'on nous donne l'occasion de. Mais au dehors de ça, après, c'est la personne qui fait. Et j'ai vu tout de suite que ça changeait, quoi. Et plus j'avançais dans le temps, plus j'accompagnais, et plus je m'apercevais que l'action était vraiment un élément salvateur, en fait, et qu'il y avait des guérisons. J'ai vraiment eu plein de guérisons dans les gens que j'ai accompagnés. J'ai vraiment eu il y a des très très belles histoires, et avec peu d'échecs en réalité, hein. Très peu d'échecs. Est-ce que vous introduisez aussi la thérapie provocatrice dans votre manière d'accompagner? Alors, je ne connais pas spécifiquement ça. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Moi, je sais que j'emmenais les gens des fois sur le terrain. C'est-à-dire, je me souviens, j'avais des patients qui étaient phobiques, donc qui avaient peur de la foule, ou de conduire. Bon, ben, j'étais capable d'aller. Je me souviens d'une jeune fille avec qui on allait dans le centre-ville. Et voilà, on marchait ensemble. Et puis après, je dis, allez, tu vas devant. Elle marchait à 10 mètres de moi. Je dis, je suis là, je suis derrière. Hop, quand je sentais qu'elle paniquait, je dis, OK, on se rapproche. Après, repart un petit peu plus loin. Puis comme ça, on faisait des séances, on allait se balader dans les rues. Vous voyez, c'était un petit peu étonnant. Pour ceux qui avaient peur de conduire, on prenait la voiture, on allait ensemble. Donc voilà, on sortait. En tout cas, dans provocatrice, je ne connais pas exactement la définition peut-être de ce mode thérapeutique, mais en tout cas, moi, je provoquais des occasions de se confronter à la réalité. Et peut-être ce qui peut se rapprocher, c'est, moi, je crois beaucoup à la décision. C'est-à-dire que... Alors, il y a cette histoire qui m'a marqué, c'est une histoire qui est racontée par François Roustan. Alors, François Roustan était psychanalyste et puis il est devenu hypnothérapeute. Et c'est lui qui m'a formé avec le docteur Benayem à l'hypnose à la Pitié-Salpêtrière. Il avait 92 ans, pour vous dire, quand j'ai été formé. Donc, c'était un sage, un vieux sage. Et il racontait cette histoire. Alors, c'est pas lui qui a raconté cette histoire, d'ailleurs, c'était une amie qui m'avait raconté l'histoire de quelqu'un qui était allé le voir. Et donc, il lui raconte ses malheurs, quoi, hein, qu'il avait fait des psychanalyses, il avait fait tout un tas de... Donc, il lui raconte sa vie, qui était un drame, etc. Et François Roustan, à la fin de l'entretien, le raccompagne à la porte et lui dit, écoutez, monsieur, je ne vois qu'une solution, vous suicidez. Alors, c'est quand même, bon, quand on vous raconte ça, c'est quand même un petit peu hard, c'est quand même un petit peu dur, quoi. Là, puis au niveau éthique, entre guillemets, déontologie pour le psychologue, on se dit dire ça à quelqu'un, oh là là. Et puis, donc, il referme la porte, et juste avant de refermer, il rouvre la porte, il dit, et sinon, il y a aussi une autre solution. Et donc, la personne se retourne, ah bon, et oui, quelle autre solution? Ben, vous pouvez aussi vivre. Et il referme la porte. Donc, c'est en gros ce que disait François Roustan. Alors,
bon, je ne conseille pas à mes collègues de faire ça, mais c'est une histoire, voilà, bon, c'était quelqu'un qui était, voilà, François Roustan, il était âgé, il avait une liberté, je pense, et puis une certitude, enfin, il était, je pense, rassuré par sa propre pratique, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, à un moment donné, il rend à l'individu sa liberté. Il dit, tu es libre. Tu es libre de souffrir, tu es libre d'être heureux. Tu as le choix. Rien ne t'empêche, si tu veux être malheureux, d'être malheureux. Rien ne t'empêche non plus d'être heureux. Donc fais ton choix. Mais ce choix-là sera le bon. Donc tu as le droit. Et moi, j'ai toujours fait, dans mes accompagnements, j'ai toujours laissé toujours le choix aux gens en leur expliquant les choses et en leur disant, mais vous avez le choix. Et si vous décidez de ne pas changer, si vous décidez de rester malheureux tel que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez aussi, mais par contre, vous devez l'accepter. C'est-à-dire, vous devez accepter de souffrir. Mais c'est peut-être votre choix parce que ce à quoi vous devez renoncer est trop important. Et vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas renoncer à votre souffrance si elle est trop importante pour vous. Et à partir du moment où on a le choix, eh bien, il y a des choses, des possibilités s'ouvrent. Et quand on prend la décision, et si on prend la décision d'être heureux, en fait, tout s'active. Après, les choses se mettent en place, les gens se mettent en action. Et donc, cette amie qui m'a raconté cette histoire, elle a essayé ça avec un jeune. Elle a fait la même chose. Alors, pour vous dire, elle n'a pas dormi de la nuit. C'est-à-dire qu'elle a vu le jeune, il n'avait que 16 ans. Elle lui a dit ça, exactement la même chose que ce qu'avait dit Roustan. Elle n'a pas dormi de la nuit pendant une semaine parce qu'elle avait peur, vraiment. Elle s'est dit, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'ai pris un risque. Et puis, au final, le jeune est revenu vers elle et il avait pris la décision d'aller mieux et de changer un certain nombre de comportements. Et ça a été radical, en fait. Après, ça a été très, très vite. Parce qu'on peut changer très, très vite, mais à partir du moment où on l'a décidé. Alors après, je me mets à la place des parents, je me mets à la place des proches, de quelqu'un qui ne va pas bien. C'est pas facile de lui laisser ce choix-là. Mais on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est sa charge, en fait. C'est à lui de changer sa situation. Alors, on peut le dire différemment de Roustan. On peut l'exprimer différemment, bien sûr, de façon plus douce, plus entendable, moins risquée. Mais si les gens ils sentent que en vous, vous ne portez plus la responsabilité de leur souffrance, ils vont être obligés de prendre cette responsabilité. Et c'est là où il peut y avoir un changement. C'est là où tout le rôle du thérapeute est important, sa posture et son rôle. Déjà, il y a la synchronicité, la synchronisation fait qu'on sent si la personne elle est prête ou pas. Et en règle générale, soit des fois il y a besoin de douceur, il y a besoin d'enrobage, et des fois il y a besoin de allez, maintenant on y va, quoi. Donc ça, on le sent. C'est là où la posture du thérapeute est extrêmement importante, et vous l'avez dit, son bagage, mais aussi voilà, son expérience, tout ça fait qu'il y a un moment où on sait exactement calibrer. En effet, ça fait partie de la thérapie provocatrice. Justement, on pousse un petit peu l'autre dans quelque chose qui n'est pas forcément très en lien avec la psychologie classique et autres, mais on le pousse dans ses travers, ce qui fait que ça provoque un changement dans sa manière de voir le monde, et que du coup, ça lui donne une impulsion de vie, entre guillemets. Mais pour en venir à la psychologie classique et à la psychanalyse, parce que dans mon livre, justement, j'en parle aussi beaucoup dans l'introduction, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, vos auditeurs, c'est que la psychanalyse, en fait, était une très bonne méthode thérapeutique dans son époque. Au moment où elle a été fondée par Freud, c'était une très bonne méthode parce que à l'époque, en fait, les gens, ils souffraient de quoi? Ils souffraient, en fait, d'être dans des rôles qui ne leur correspondaient pas, mais dont ils ne pouvaient pas sortir. Les femmes, à l'époque, étaient dans des fonctions subalternes, elles n'avaient pas le droit de travailler, elles n'avaient pas le droit d'aimer, elles étaient complètement dépendantes de leur époux. Mais même si elles avaient voulu s'émanciper, au début du XXe siècle, c'était impossible, sauf à être exclues, déconsidérées, ou peut-être à trouver quelques pays où peut-être il y avait un peu plus de libéralisme. Donc, le fait d'écouter les gens, ça leur permettait d'évacuer des tensions, de se soulager, un petit peu comme la confession dans la religion chrétienne. Il y avait besoin de relâcher ces tensions,
de pouvoir parler, de créer des espaces de liberté, puisqu'on était dans un monde contraint. Mm. Il n'y avait pas de liberté, donc il fallait pouvoir parler, rêver, fantasmer dans le cadre du cabinet du psychanalyste. Et donc là, ça avait tout son sens. Mm. Euh, dans l'époque qu'on vit, on n'est plus du tout dans cette question-là, puisqu'aujourd'hui, on peut réaliser ses fantasmes, ses rêves, etc. Il y a tellement de possibilités. On est dans une société beaucoup plus libérale, avec beaucoup plus de liberté, que ce soit pour les femmes ou les hommes d'ailleurs. Et donc là, on est rentré dans un autre problème. C'est-à-dire le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de faire des choix, c'est de gérer sa vie, de la piloter. Finalement, c'est d'exercer sa liberté, en fait. Et c'est ça qui est devenu compliqué aujourd'hui, parce que si on ne s'entend pas avec son conjoint, on peut divorcer. Si on n'est pas bien dans son métier, on peut en changer. Il n'y a pas, alors, je ne dis pas que c'est facile à chaque fois, mais c'est tout à fait possible. Et c'est pas si compliqué que ça. Non, parce qu'on trouve les solutions. C'est bien de le rappeler, c'est pas si compliqué que ça. Les solutions, elles viennent. Les solutions, elles viennent. On est dans un pays où on aide beaucoup les gens, donc il y a quand même beaucoup de services, de soutien, d'aide financière. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vraiment nous aident à changer. Donc c'est beaucoup des freins psychologiques et qui peuvent être parfois très forts. Mais donc du coup, on a besoin d'autre chose aujourd'hui pour accompagner les gens, parce que c'est un autre besoin, c'est une autre problématique. Donc, moi, je ne suis pas un critique de la psychanalyse. Je ne la critique pas. Je dis juste qu'elle était très adaptée à une époque, qu'elle ne l'est plus, ou plus suffisamment. Et donc, il faut avoir une nouvelle façon d'accompagner les gens qui soit plus contemporaine et plus en lien avec les problématiques d'aujourd'hui. C'est juste ça. J'ai une image qui est venue tout à l'heure. Je vous la partage. Est-ce que la guérison ne serait pas sortir de sa zone de confort ou se créer une nouvelle zone de confort? L'image que j'ai eue, c'est qu'on est un petit peu... c'est comme s'il y avait une zone qui était délimitée et on tape un peu dans cette zone-là et on n'ose pas trop en sortir. Et le fait de passer à l'action permet de... J'en sors, je me fais peur. J'ai peur du monde parce que j'ai pas l'habitude d'aller à l'extérieur, j'ai pas l'habitude d'être confrontée à tout ce monde autour de moi, donc forcément c'est nouveau, ça crée des émotions, j'angoisse, je me raconte plein de choses. Et au fur et à mesure que j'y vais, ben, ce truc qui était nouveau et que je ne connaissais pas, qui provoquait des angoisses, devient connu. Oui. Donc pour le coup, la zone de confort s'élargit. Est-ce que la guérison n'est pas synonyme de ma zone de confort s'agrandit? Mais en fait, votre image est totalement vraie. Je rajouterais juste qu'en fait, c'est que le point de départ, c'est une zone de confort, mais qui est toxique. Qui devient toxique, en tout cas. En tout cas, qui est devenu toxique. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en dépression, quand il est en souffrance, quand il n'est pas bien, quand il est en burn-out, tous les termes qu'on peut avoir pour désigner aujourd'hui des situations de mal-être ou de difficultés personnelles, en fait, c'est qu'il est dans un environnement toxique. Là, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir en 2022 qui s'appelle « Les girafes ne vivent pas au pôle Nord ». C'est une métaphore pour expliquer ça, justement, c'est-à-dire que vous prenez une girafe, vous la mettez au pôle Nord, elle ne va pas aller bien, quoi. Elle va très rapidement se sentir pas bien, tomber malade et peut-être même mourir. Eh bien, on a des individus aujourd'hui dans notre société qui sont des girafes qui vivent au pôle Nord, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas du tout faits pour être dans tel ou tel métier, ils ne sont pas du tout faits pour être avec tel ou tel conjoint, ils ne sont pas du tout faits, peut-être même des fois, par exemple, certains ont des enfants, alors peut-être que avoir des enfants, c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux parce qu'ils ont un profil de personnalité qui n'est pas du tout compatible avec le fait d'avoir 3 enfants dont il faut s'occuper, qui sont tout le temps là, autour d'eux, etc. Donc, il y a des environnements qui sont vraiment, en tout cas, qui deviennent toxiques avec le temps, parce qu'ils sont incohérents avec nos valeurs, qu'ils sont incohérents avec nos besoins, parce qu'ils sont incohérents avec notre personnalité, parce qu'ils ne mobilisent pas nos talents. Donc, on a un environnement toxique, mais par contre, on est quand même dans une zone de confort parce que c'est un environnement qu'on connaît. Donc, par exemple, la relation avec mes parents, elle peut être toxique parce que
ils ne partagent pas mes valeurs, donc chaque fois que je les vois, il y a des conflits, on est en désaccord, donc du coup, je repars de cette rencontre avec de la colère, du mal-être, etc. Mais je vais continuer à être dans cette relation parce qu'elle est confortable, je la connais, je la maîtrise, et ce sont des habitudes, en fait, tout simplement. Et donc, la guérison, telle qu'en tout cas aussi moi je la conçois, c'est il faut que je change d'environnement, donc que j'aille trouver, donc je vais apprendre à me connaître pour savoir déjà dans quel environnement je dois aller, parce que si c'est changer d'environnement pour retourner dans un environnement toxique, voire plus toxique, un peu ce que font par exemple des fois des gens qui changent de partenaire, donc ils vont divorcer ou se séparer pour retourner en couple avec la même personne avec qui ils vont à nouveau souffrir. Oui, le même schéma, oui. ils ont eu le même schéma, ça se répète, et parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes de savoir qui je suis et avec qui je peux vivre. Voilà, parce qu'on ne peut pas vivre avec tout le monde. Voilà, en fonction des profils, bah, ça va nous demander plus ou moins d'efforts. En tout cas. Donc, je suis dans cette zone de confort toxique et je vais sortir effectivement de cette zone de confort. Donc, je vais éprouver un peu l'aventure. C'est un peu compliqué, c'est un environnement différent, c'est des gens différents. Mais avec le temps, bah, je vais me réadapter, je vais reprendre cette maîtrise, ces habitudes, et par contre, je suis bien. Alors, le processus de la guérison, c'est pas j'étais en dépression et puis maintenant je suis super heureux. Alors, des fois, ça peut se produire, mais c'est souvent, bon, j'étais en dépression, je fais un premier pas vers un environnement un peu différent, ça va mieux. Puis après, 1 an, 2 ans après, je vais vers un autre environnement, j'avance, quoi. Je me rapproche pas à pas du bonheur. Et c'est pas forcément d'un seul coup. Il faut accepter aussi que c'est un chemin, quoi, que c'est progressif. Mais l'important, c'est que plus on avance, et plus notre vie devient agréable, en fait, plus elle devient facile, fluide. Mais elle devient facile et fluide parce que je suis dans un environnement qui m'attend, qui me... Après, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je pense que c'est comme ça que, en tout cas, moi, je conçois la guérison. Et pour reprendre la formulation, on a une vision assez proche. Ouais. Vous avez mentionné le mot habitude. Nous sommes la somme de nos habitudes. On est assez d'accord là-dessus. Donc du coup, est-ce que si je change, si tous les jours je me concentre juste sur le fait de changer mes habitudes, ma vie va changer? Non, je crois que je pense que si on veut juste changer ses habitudes, alors ça peut ouvrir des choses, hein. Rien que de changer le chemin par lequel on va au travail, déjà, on rencontre des gens nouveaux, on voit les choses différemment. Donc ça, c'est positif. Mais je pense que si vous ne passez pas par l'étape de connaissance de soi... Ah oui, ça va ensemble. Non, mais ça va ensemble de toute façon. Parce que Voilà, si je change des habitudes pour prendre les habitudes de mon voisin, je vais être bloquée voilà, au bout d'un moment. voilà. Non, mais il y a toujours cette cohérence entre qui suis-je? Suis-je une girafe ou suis-je un phoque? Et par rapport à ça, où est-ce que je dois habiter? Quel est l'environnement qui est bon pour moi? Donc le partenaire, le travail, qui doit être en Ça peut même cohérence. être, des fois, c'est le lieu, vous savez, vous avez des gens qui sont pas bien, qui vivent dans une ville dans laquelle ils se sentent pas bien, puis comme par hasard, dès qu'ils partent en vacances, ils ont plus d'insomnie, ils vivent bien, tout va bien. Ben, il y a des endroits aussi qui sont toxiques, mais c'est parce que c'est des endroits qui véhiculent des valeurs, peut-être des souvenirs, des fois des ambiances. Donc il y a les lieux, il y a les personnes, il y a les activités, ouais, c'est plein de choses, hein, en fait, hein. Mais on a l'impression que la souffrance, elle est en nous. Alors on se dit, bah, c'est moi qui souffre. Mais en fait, la souffrance qu'on éprouve, c'est juste un signal, c'est juste une alerte qui nous dit l'environnement dans lequel tu te trouves en ce moment n'est pas bon. C'est un peu comme quand vous avez mal, vous posez la main sur la plaque électrique. Bon, bah, vous allez ressentir une douleur. Bah, la douleur, c'est juste un signal qui vous dit, là, tu as la main sur un truc qui est hyper chaud, il vaut mieux que tu l'enlèves, quoi. Mais bah, c'est exactement la même chose. La souffrance psychologique ou des fois physique par rapport quand on a des insomnies, des choses comme ça, des symptômes, bah, c'est juste ça. C'est un signal qui vous dit attention, changez. Parce que là, vous n'êtes pas au bon endroit. Là, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Là, vous n'êtes pas avec... Ça paraît tellement simple et tellement logique quand vous parlez de cette métaphore de la plaque. J'ai la plaque sur le feu, j'ai la main sur la plaque qui est chaude, j'ai mal, je l'enlève, il y a un réflexe. Mais en fait,
c'est tellement logique qu'on ne comprend pas pourquoi les gens continuent à se faire mal. Alors oui, il y a tout ce qu'on a vu avant, mais quelque part, le corps sait. Donc, est-ce que le fait de trop penser, de trop suranalyser, n'empêche pas un processus qui est censé être naturel et De qui est toute censé être façon, beaucoup plus simple? oui, non, mais vous avez tout à fait raison. De toute façon, quand on parle, en fait, chaque fois que vous, je pense que vos auditeurs, s'ils veulent savoir, s'ils veulent pour eux-mêmes, en fait, se poser la question, c'est est-ce qu'ils se plaignent souvent, est-ce qu'ils parlent souvent des choses qui les ennuient? Plus vous parlez des choses qui vous ennuient, plus vous pensez souvent à des choses qui vous ennuient, plus ça veut dire qu'il faut que vous passiez à l'action. L'action, toujours l'action. En fait, ça, c'est pareil, c'est une alerte. En fait, plus je me plains souvent, plus je pense souvent à des trucs, parce que la pensée, c'est un peu, la pensée et la parole, c'est quelque part l'arme des impuissants. C'est-à-dire, on le fait quand on a le sentiment qu'on ne peut pas changer les choses. Mm. À partir du moment où on sait qu'on peut changer les choses, même un petit peu, et progressivement, encore une fois, on n'est pas là, on ne peut pas révolutionner tous nos vies comme ça du jour au lendemain, c'est pas si simple. Mais à partir du moment où on sait que c'est possible et qu'on prend conscience que c'est possible et qu'on s'engage, ben, on n'a plus besoin autant d'en parler et d'y penser, en fait. Du coup, les pensées, elles se ralentissent, on y pense moins souvent, le corps, ben, il a moins de signes aussi, et puis progressivement, ben, voilà, ça s'améliore, en fait. Et comme vous dites, le corps, il sait bien, il sait. Donc, le corps, il sait, et le simple fait de passer à l'action, ici, là, ça s'arrête. Bah oui, clairement. C'est un antidote qui marche chez tout le monde. On passe à l'action, ça s'arrête ici. Parce qu'en Ouais. fait, je ressasse mes peurs, je suis face à mes démons, et si, et si, et si. Et en fait, on ne saura jamais tant qu'on ne passe pas à l'action. Exactement, exactement. Donc, passer à l'action, c'est mettre en veilleuse ici. Moi, je sais que j'ai suivi moi, j'ai fait beaucoup de thérapie et tout ça. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais dans des thérapies et ma vie ne bougeait pas et j'étais insatisfaite de ma vie, vraiment. Je suis aussi quelqu'un qui, à la base, est beaucoup, beaucoup dans l'action. Mais voilà, il y a une période de ma vie où j'avais besoin de faire cette introspection. Et à un moment donné, je me souviens, je dis, mais j'en ai marre de penser, j'en ai marre de ressasser la même chose. Donc du coup, j'ai repris les choses en main et là, je suis passée à l'action comme une folle, de manière assez hyperactive. Et, et en effet, ma vie a changé à ce moment-là. Dire, bien évidemment que c'est bien de regarder, c'est bien de mettre de la conscience, mais le vrai développement personnel, c'est la vie de tous les jours. C'est comment je me comporte dans mon quotidien, en fait, au quotidien, et comment je crée des changements dans ce quotidien. Exactement, exactement. C'est vraiment ça. Et, je pense que c'est une bonne leçon et on peut tous. Voilà, il y a plein de défis, il y a plein de individuels, collectifs, mais je pense que ouais, l'action, c'est un bon remède à tout ça. Hein. C'est comme ça qu'on avance en réalité. Juste, on va s'arrêter là tranquillement. Vous, dans votre expérience, donc je sais que là vous êtes docteur en psychologie, vous avez donc ces deux entreprises, Orientation, Psy-Action, qui sont des franchises. Il y a votre maison d'édition également. Il me semble que vous avez d'autres choses aussi, ou en tout cas, est-ce que vous avez pour ambition d'ouvrir encore ou de créer d'autres entreprises? Comment vous voyez un petit peu, j'imagine que vous avez une vision. Est-ce que vous-même, dans cette action, vous mettez des défis, vous mettez régulièrement des objectifs? Bah, moi déjà, ce que je continue à faire, c'est d'écrire, parce que j'ai toujours été passionné par l'écriture, enfin depuis que j'ai 15-16 ans. Donc là, j'ai un livre sur la séparation, j'ai les girafes vivent pas au pôle Nord, j'ai au moins 6 ou 7 projets de livres qui sont bien avancés, mais bon, que j'ai pas forcément. Des fois, je suis un peu comme une fleur, hein, je tourne et puis je reprends des fois, je laisse un peu en jachère pendant quelques mois. Donc voilà, donc j'ai plusieurs ouvrages qui continuent à prolonger ce que j'ai déjà écrit et fait. Et après, vraiment, mon objectif, je pense aujourd'hui, ça va être c'est comment construire des outils pour aider les gens, en fait, avant d'aller mal, en fait. C'est comment favoriser l'accès à cette connaissance de soi. Et au-delà de la connaissance de soi, aussi de connaître l'autre. Et donc, mon but, ça serait, mon but ultime, en tout cas aujourd'hui, c'est comment, par exemple, aider des couples à se former, mais non pas sur la base des apparences,
parce que voilà, on s'est rencontrés à une soirée, Mm. on se trouvait beau, enfin ouais, on se trouvait, voilà, il y avait une attirance physique, et puis hop, tout d'un coup, on se met en couple, etc. Alors que je pense que le couple, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple attirance physique. Mm. Donc c'est voilà, donc comment favoriser que des gens, par exemple, dans le couple se rencontrent et s'entendent bien? Comment favoriser le fait que des salariés trouvent un métier, une entreprise dans laquelle ils vont se sentir bien? C'est vraiment d'aider les gens à trouver le bon contexte Mm. et, et remonter le fil, quoi, ne pas les prendre quand ça va pas, Mm. les prendre avant, On prend les aider avant. à faire les bons choix. Voilà, c'est ce que je résume. Un peu comme la médecine chinoise où on est dans de la prévention, mais on n'est pas dans de la guérison. Voilà, c'est ça. C'est vraiment prévenir et aider, et tout en favorisant vraiment les rencontres, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup besoin de se rencontrer, de faire de vivre des expériences, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de solitude. Mm. Et je pense que c'est en amenant les gens voilà, rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes modes de fonctionnement, pas forcément les mêmes dans les mêmes sphères de vie d'ailleurs, Mm. mais qu'on arrivera à créer un monde ouais, plus harmonieux, où les gens se sentent mieux, quoi. Voilà. Mm. Est-ce que c'est pas aussi en rencontrant plusieurs types de personnes que justement cette guérison se fait aussi plus naturellement? Oui, oui, elle peut se faire effectivement. Bah, après, c'est oui, forcément, de toute façon, c'est une recherche, hein, c'est une quête, un peu, trouver les bonnes personnes aussi avec qui on va se sentir bien. Mais je pense qu'on peut s'épargner quand même un certain nombre d'étapes si on a les outils pour à la fois se connaître, mais aussi connaître l'autre, et on Ouais, gagnera du temps, en c'est fait, certain. plutôt que des fois, parce que que vous preniez, ça peut surprendre vos auditeurs et vos auditrices, parce que moi, je ne fais pas de distinguo entre le domaine professionnel et personnel. Encore une fois, pour moi, c'est les mêmes principes qui sont à l'œuvre. Mais quand vous regardez les gens qui cherchent un emploi, quand ils arrivent à un entretien de recrutement, leur objectif, c'est de plaire. Donc, ils essaient de plaire. Donc, ils racontent des choses qui ne sont pas forcément la vérité par rapport à ce qu'ils ont envie. Du coup, après, ils sont potentiellement malheureux dans leur job. Et il se passe la même chose dans les relations amoureuses. Vous arrivez à un entretien, vous avez rencontré une fille ou un garçon qui vous plaît, bah, vous faites quoi? Vous essayez de plaire. Donc, vous gommez vos défauts, enfin, ce que vous appelez des défauts, vous gommez vos imperfections, vous vous cachez un peu. Et donc, c'est comment faire en sorte voilà, que les gens arrivent à pouvoir plus facilement dire qui ils sont, plus facilement savoir qui sont les autres, que ça soit plus authentique, bah, pour éviter bah, qu'on se trompe. Alors, on peut se tromper, ça fait partie aussi de la vie, mais il ne faut pas que ça soit trop souvent. Et puis, bah, on sait que ça a des conséquences de se tromper, donc qui ne sont pas forcément toujours rigolotes. Donc, voilà. Le couple, moi, je le vois beaucoup comme une entreprise. Ça va peut-être choquer un peu ce que je vais dire, parce que c'est quelque chose que normalement on fait dans un de mes programmes. Mais il y a aussi dans une entreprise, quand on cherche quelqu'un, il y a un poste à pourvoir. Ouais. On clarifie le poste à pourvoir. Donc ça peut choquer, mais il y a une forme de clarification également de qui suis-je et en face, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors encore une fois, est-ce que je suis libertin? Est-ce que je suis exclusif? Est-ce que j'ai envie d'une vie de couple sur du long terme ou pas? Ça, c'est à clarifier. Et ensuite, par rapport à ça, le poste, il y a à pourvoir, entre guillemets. Et en règle générale, les participantes, elles sont un peu déstabilisées parce qu'on sort du prince charmant et on va vers quelque chose de plus concret. Bah, Ouais. oui. Une famille, c'est une entreprise, il y a un budget à gérer, il y a différents acteurs, il y a différents rôles, etc., etc., etc. Mais ça, c'est pas forcément accepté aussi. Non, socialement, parce que c'est vrai que c'est la vision du mariage et du couple, qui est une vision qui est basée uniquement sur l'amour. Alors qu'en réalité, effectivement, dans les faits, un couple. En fait, moi, je pense que les gens dont on tombe amoureux ne sont pas les mêmes personnes que celles avec qui on peut vivre. Et donc, alors, mais ça, c'est pareil. Voilà, et, vous voyez, et pareil, on parle d'attirance physique. Mais la plupart des 90% des gens vous diront, ou 95% des gens vous diront, bah oui, voilà, si j'ai envie de me mettre en couple avec quelqu'un, il faut absolument qu'il me plaise énormément sur le plan physique. Mais le problème, c'est que ça, ok, mais ça va durer un temps. Mais après, derrière, la vie de couple, là, du coup, ça va pas forcément marcher. Et sauf que c'est dans la vie de couple, l'épreuve du feu, c'est la vie de couple. Hein, c'est pas Ou alors, on peut tomber amoureux tout le temps. Voilà, et on reste dans une vie un peu plus légère. Mais c'est vrai qu'il y a... Ce sont des choix, encore une fois. Hein.
Après, voilà, on choisit. Mm. Mais au moins, savoir qu'il y a une alternative. Mais c'est vrai qu'après, moi, ce que je remarque quand même, c'est quand même, ça crée beaucoup de catastrophes parce que Mm. il y a beaucoup de couples qui se mettent ensemble, qui ont des enfants, et après, bah, il y a des divorces, il y a des séparations. Alors, des fois, ça se passe bien. Il y a aussi beaucoup de fois où ça se passe mal, et ça fait des drames, quoi. Ouais. Ça Ouais, fait ça des crée drames des... pour tout le monde. Mm. Donc voilà, donc c'est vrai que quand vous dites peut-être que cette vision beaucoup plus pragmatique du couple, elle peut paraître beaucoup plus matérialiste et entre guillemets moins noble, mais quelque part, bah, elle offre au moins, elle va faire moins de drames, et elle va permettre finalement à chacun quand même de s'épanouir et de trouver ce qu'il attend dans son couple. Parce que chacun attend quelque chose, et il faut être sûr que l'autre peut nous l'offrir. Mm. Et ouais, non, mais en tout cas, c'est passionnant de sortir un peu de ces cadres de pensée et d'imaginer des choses un peu différentes pour Mm. innover, quoi. On peut innover aussi avec des nouvelles formes de couple, on peut innover. Enfin, ouais, il y a plein de manières de vivre différemment sa vie que dans les cadres Mm. un petit peu étriqués dont on hérite qui datent du XXe siècle, en gros, hein. C'est ça. C'est- C'est ça. Moi, ce que je perçois, c'est beaucoup les femmes qui sortent de ce physique, des femmes que j'ai accompagnées, qui sortent de cette attirance physique pour aller vers un autre type de partenaire, elles sont plus épanouies sur du long terme. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, j'ai face à moi une personne qui me regarde, qui me demande comment je me sens et qui prend de mes nouvelles et qui s'intéresse réellement à ce qui se passe dans ma vie. Donc ça vient toucher quelque chose de plus profond chez elle, et derrière, il y a énormément de gratitude. Voilà, ce sont les retours que moi j'ai. Peut-être moins s'attacher à l'éphémère, qui est le physique, puisque le physique est éphémère. On va tous vieillir, En plus, on va tous finir vieux, des rides, qu'on le veuille ou non, pour s'attacher à des choses un peu plus concrètes qui durent dans le long terme. Alors on change tous, hein. On a tous des caractères qui changent, les expériences nous changent également, mais les valeurs restent quand même présentes. Quoi qu'il arrive, il y a quand même des valeurs profondes qui restent là. Donc voilà, il y a juste, on revient un petit peu à cette fameuse phrase de Saint-Exupéry, l'essentiel n'est pas visible avec les yeux, en fait. Donc il faut venir regarder l'intérieur pour toucher un petit peu plus ce qui est important, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc je suis assez d'accord avec vous là-dessus. C'est matérialiste, mais ça permet quelque part d'aller plus en profondeur, étrangement. Étrangement. On va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci. Donc, Psy-Action, les coordonnées sont juste en dessous. Le livre, moi, je le recommande parce qu'il est très complet. Je trouve plein de bon sens, donc je le mets également dans le lien en dessous. Et puis, un grand, grand, grand merci pour ce moment ensemble. Merci, c'était très, très agréable et très intéressant d'échanger. Merci.